Nous pouvons tous être des acteurs du changement. Je suis Mia Batman et vous écoutez On dirait le Sud. Un podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs, artistes, sportifs du sud de la France, mais pas seulement. Dans cette émission, je vous propose des conversations avec des personnes passionnées par ce qu'ils font, engagées dans des projets qui ont du sens pour eux et extrêmement généreux en partage d'expériences. J'ai lancé ce podcast par soif d'apprendre, mais aussi pour donner la voix à des personnes inspirantes dans le sud de la France et partager avec vous cet apprentissage précieux. Mon invité du jour est Romain Sombret, CEO de MCOS. Nous sommes croisés avec Romain Sombret chez Gemalto, très belle entreprise, récemment rachetée par Thales, il y a un bon moment de cela. Et puis très récemment, je découvre que Romain s'est lancé dans le e-sport. Il a fondé MCES. J'en avais entendu parler de Twitch, la plateforme de streaming de jeux vidéo rachetée par Amazon en 2014, qui brasse des millions de joueurs et des milliards de dollars. Mais cette industrie m'était complètement inconnue car comme beaucoup, je ne connaissais rien aux jeux vidéo et je ne mesurais pas du tout l'ampleur de ce marché. Je me dis très vite que je veux en savoir plus sur cette industrie géante qui est en train d'exploser en France et partout dans le monde. Romain est tout d'abord quelqu'un de très très sympa, accessible et en même temps un entrepreneur brillant. C'est un visionnaire qui nous explique comment, à cause et grâce à une blessure au pied qui l'obligeait de rester chez lui pendant 3 mois, il a imaginé et créé une entreprise dans le e-sport. Son récit est passionnant et nous apprend beaucoup de choses sur cette industrie, son fonctionnement, sa contribution au développement de ce marché en France, mais aussi, plus personnellement, sur la résilience après avoir vécu un drame familial. Je suis en admiration devant sa façon de se relever et de monter peut-être une des prochaines pépites dans le domaine du e-sport en France. Je vous laisse maintenant écouter ma conversation avec Romain Sombret, CEO de MCOS. Bonne écoute sur On dirait le Sud. Bonjour Romain, merci beaucoup de m'accueillir ici dans vos locaux à Marseille. Donc pour Bonjour. commencer, j'aimerais que tu me parles un peu de ton enfance. C'était comment de grandir à Marseille, dans le sud de la France ? Ah, mais j'ai pas grandi à Marseille. Ah, d'accord. J'ai grandi à Paris. Ok. Je suis né à Nogent-sur-Marne dans le 94. Et jusqu'à mes 18 ans, en fait, j'étais à Nogent, à Vincennes. Ok. Et j'ai migré sur Marseille. Alors, je venais souvent à Aix-en-Provence parce que mes grands-parents habitaient ici. Donc, on venait tous les étés en vacances ici. Et puis, quand j'ai eu 18 ans, mes parents ont décidé de venir s'installer là. Et du coup, j'ai commencé à faire mes études de second cycle à Aix et à Marseille. Tu commences Ouais, j'ai fait le un BTS, en BTS. fait. Voilà, j'ai commencé par un BTS commerce international sur Aix. J'ai vécu 3 ans sur Aix. Les années étudiantes à Aix, c'est fantastique, hein. C'est une ville que je conseille à tous les étudiants. C'était génial. Et puis ensuite, je suis rentré à Kedge, qu'on n'appelait pas Kedge à l'époque, on appelait Subdeco Marseille. Ouais. Voilà, j'ai fait 3 ans dans cette magnifique école. Et ensuite, je suis parti en Afrique Ok, pour une boîte qui faisait des produits phytosanitaires. Donc, je suis allé en Côte d'Ivoire et j'ai géré la supply chain, la logistique, on n'appelait pas ça la supply chain à l'époque, de cette société pendant 2 ans. C'était ton premier job ? Ouais, mon premier vrai job, on va dire. Après, j'avais fait des jobs étudiants, mais c'était ma première vraie expérience qui était extraordinaire. Et je suis tombé amoureux complètement de l'Afrique et ça a été ensuite un peu un fil conducteur de ma vie depuis. Ok, mais c'est le seul moment où tu as vécu là-bas ? Oui, Oh, après ouais. j'ai été responsable pour Gemalto, on va peut-être y revenir, Ouais. mais de la zone Afrique, donc j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait une 30aine de pays en Afrique, donc je les connais quasiment tous, mais pour y vivre, ouais, c'est le seul moment. Ok. Bah justement, on va parler de Gemalto, du coup, ton deuxième job où tu restes Ouais, 11 ans, 12 ans. 12 ans. Ouais. Ben, en fait, juste avant de partir en Afrique, je fais une soirée avec un gars qui s'appelle Hervé Zipper, il se rappellera même peut-être pas de cette affaire, mais voilà, et il était chez Gemalto, et à l'époque GM+, pardon. Ouais. Donc c'était quoi, Gemenos, La Ciotat C'était Gémenos, ou... ouais. Il était directeur des ressources humaines d'une manufacturing, je crois, voilà. Et donc on sympathise, on fait une soirée ensemble, machin. Je pars en Côte d'Ivoire, hein. Et 2-3 mois avant la fin de mon contrat en Côte d'Ivoire, il m'a rappelé là-bas. À l'époque, il n'y a pas les téléphones portables aussi faciles qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, etc. Je ne sais même pas comment il m'avait retrouvé. Et il m'a proposé un job. Donc j'ai fait mon premier entretien pour GM+, depuis la Côte d'Ivoire par téléphone. Et ensuite, je suis rentré. Et à l'époque, ça intégrait 30-40 personnes par semaine. C'était incroyable, la croissance du groupe, quoi. Ouais, parce que pour dire, donc Gemalto, un peu le leader mondial de la sécurité digitale, Ouais. carte à puce, etc., qui est né, donc J'aime Plus, qui est né à Gemenos. Ouais, complètement. Mais
on se rappelle peut-être plus trop de ça, mais c'était une énorme start-up en fait. On l'appelait Ouais. pas vraiment comme ça à l'époque. Et tout le monde rêvait de rentrer chez J'aime plus, quoi. Oui, c'est ça. C'était incroyable. la C'était grosse sexy. boîte où il fallait Voilà, on rentrer. parlait tout le monde tutoyait tout le monde. C'était à l'américaine. C'était ultra moderne pour l'époque, quoi. Tu intègres, t'as quel poste? J'intègre la supply chain. Je savais même pas ce que ça voulait dire. Donc effectivement, j'intègre Et pourquoi donc? Parce que ton profil avec l'Afrique, c'était Voilà, ouais. intéressant Ouais. pour eux. Ouais, comme j'avais fait de la logistique en fait sur l'Afrique, et que ça ressemblait à ce qu'il fallait faire dans le poste, j'intègre en tant que chef de projet supply chain, donc justement, avec à ce moment-là un groupe qui grandit très très vite, des process qui sont différents d'un pays à l'autre, et des usines qui travaillent pas de la même façon. Donc et on me dit, ben voilà, il faut que tu crées un nouveau process de prise de commande et de facturation, parce qu'aujourd'hui c'est n'importe quoi de partout. Et donc voilà, pendant 2 ans et demi, j'ai travaillé là-dessus. Ok, ensuite tu passes de job en job, on te propose d'évoluer comme Ouais. dans les grosses boîtes, quoi. Voilà, ouais, tous les 2 ans à peu près dans les grosses boîtes, enfin en tout cas ce que j'ai vécu moi. Tous les 2 ans, soit on me propose, soit je demande, parce que j'avais un peu la bougeotte, jusqu'à découvrir que j'étais attiré par les ventes en fait. C'est là où il y avait de l'argent à gagner aussi, faut être Ouais. honnête. Voilà. Mais aussi des postes qui étaient hyper intéressants, parce que c'est pas des postes de vendeurs tels qu'on peut les voir, mais c'est quand même des ventes assez complexes et stratégiques. Et donc en 2004, je passe dans les ventes et pour l'Afrique. Voilà. Je suis recruté pour être responsable des ventes Maghreb et Afrique de l'Ouest. Ok. Et là, est-ce que donc c'est quoi? C'est un petit peu un rêve qui se réalise de pouvoir voyager tout le temps, de pouvoir. Ah ouais, je suis chaud à ce moment-là. Je suis chaud, je viens d'avoir des petits jumeaux, donc j'ai pas spécialement envie de voyager, mais ça me plaît quand même. Ma femme le vit très très bien parce que c'était notre équipe, mais je voyageais beaucoup effectivement. Je découvre beaucoup de pays d'Afrique que j'avais pas pu voir et que je pense pour certaines personne ne va, par exemple en Ouganda, en Libye. Enfin, j'ai fait des pays incroyables et ouais, je me suis régalé dans cette période professionnelle. Ouais. Donc, et tu as, j'imagine, la possibilité aussi de pouvoir réussir, de gagner pas mal d'argent, de signer des gros contrats Ouais, puis ce qui était rigolo, c'est que l'Afrique était en pleine. L'Afrique des télécoms. Les Africains sont passés de zéro réseau téléphonique au mobile. Donc, ils ont été les premiers à faire du mobile banking, par exemple. Ils ont été les premiers à adopter les solutions qui sortaient sur le marché. Donc, quand Gemalto sortait un produit pensant le vendre au Japon, bah souvent, on le vendait d'abord au Ghana, au Nigeria, au Kenya. Et du coup, moi, ça faisait parler de moi dans la boîte. Donc, c'était mon marketing interne, fantastique. Et puis, j'étais avec des gens géniaux, franchement. Thierry Ménard, Michel Canitro, des gens inspirants qui m'ont fait comprendre qu'on pouvait être sérieux, bosser, rigoureux, mais qu'on pouvait aussi le faire en rigolant et en s'amusant, quoi. Donc, tu as une belle carrière donc, chez Gemalto. Pourquoi tu quittes tout ça pourquoi tu te dis pas à un moment, oui, je peux accéder à des postes encore Si, parce qu'en plus, au moment où je quitte, je suis dans les high potential, dans les 0,1%. Nanana. Ils m'ont nommé vice-président de la BU, Trusted Logic, etc., etc. Je quitte parce que je perds ma sœur dans un attentat, en fait. C'est ça le vrai déclencheur. En 2011 à Marrakech. Et en fait, du jour au lendemain, il me devient impossible pour moi de voyager toute la semaine. Impossible de laisser mes parents, mes enfants, ma femme, etc. Donc je décide de quitter sur ce truc très personnel. Et là Gemalto a été très classe parce que je suis allé les voir, je leur ai expliqué. Philippe Vallée, si tu te souviens. Tout à fait. Et les autres, il y en a eu plusieurs. Je voulais pas prendre beaucoup d'argent, mais j'ai juste dit, écoutez, moi, c'est plus possible. Il faut que je me reconcentre maintenant sur ma famille et sur moi-même. Donc voilà, c'est pour ça que je quitte. Donc le hasard de la vie, quoi. Ok, qu'est-ce que tu retiens du coup de Gemalto qu'est-ce que tu gardes de cette expérience? J'imagine plein de choses, mais est-ce que tu penses que c'est bien pour un jeune qui sort d'école de passer par une grosse boîte ou pas forcément? Ouais, alors mon expérience était extraordinaire. Je pense qu'il y a grosse boîte et grosse boîte. Gemalto était très en avance dans ses méthodes de travail, dans son état d'esprit, etc. Donc moi, ce que j'ai appris il y a 25 ans maintenant, reste encore quasiment d'actualité et je vois certains gros groupes en arriver à peine là aujourd'hui. Donc ça a été extraordinaire, ça a été une expérience extraordinaire. J'ai appris énormément de choses. Donc là, moi, je trouve ça génial, même pour entreprendre ensuite. Hein, ça permet d'avoir un peu aussi d'assurance en soi, de prestige aux yeux des autres, parce que tu es passé dans une grosse boîte, tu as eu des gros postes. Ce qui veut rien dire, parce que quand tu deviens entrepreneur, tu redémarres à zéro. Et tout ce que tu as appris, tu le mets un peu de côté. Est-ce que tu appliques un peu la structure de travail, la méthode de travail que tu as? Ouais. J'ai des logiques, en fait, qui sont
en créant moi maintenant. Donc voilà, je pars toujours un peu du haut de la vision, les organigrammes. Je travaille beaucoup sur ces sujets-là qui paraissent pas évidents quand tu es entrepreneur au départ, parce que tu as tendance à être dans l'opérationnel. Mais non, ça m'a vachement aidé. Parce qu'enfin, on entend souvent les jeunes n'ont plus envie de bosser pour les grosses boîtes, justement. Ils veulent tout de suite entreprendre. Enfin, il y a de tout, bien sûr, mais il y en a beaucoup qui n'ont plus envie d'avoir ce passage un peu obligé qu'on avait, nous, quand on sortait d'école. On disait, bon, d'abord, tu vas faire ton métier ailleurs, et puis après, si tu as envie de faire quelque chose... Ça peut marcher aussi, parce que ce qu'on perd d'un côté, on le gagne de l'autre. Je veux dire que si on va tout de suite dans l'entrepreneuriat, on va avoir des échecs. Ces échecs vont vous faire progresser. Donc, je crois qu'il n'y a plus un chemin, ça c'est sûr, c'est fini. Il n'est pas obligé. Enfin, après, encore une fois, il y a grands groupes et grands groupes. Si demain c'est pour intégrer une banque et faire 10 ans de banque, je pense pas que je vais apprendre grand-chose, quoi. Donc, je peux comprendre ça. Par contre, c'est pas un grand groupe que moi j'ai intégré au moment où j'ai intégré J'aime Plus. C'est une start-up qui va devenir la première licorne à atteindre le milliard d'euros, qui a une croissance incroyable. Et finalement, ce que je vis moi aujourd'hui dans l'e-sport, par exemple, je le retranscris assez facilement. C'est-à-dire qu'on était commerciaux, les commandes elles tombaient quasiment toutes seules. Le marché était tellement puissant et énorme. Et le positionnement de Gemalto était tellement bon que ça rentrait quasiment tout seul. Donc voilà, je ne sais pas si aujourd'hui, si j'étais jeune, je ne rentrerais pas dans un grand groupe non plus, je crois. Donc après ton expérience chez Gemalto, tu crées ta première entreprise. Ouais. Avec ta femme. Tout à fait. Donc c'est mon club de sport. Est-ce que tu peux nous raconter cette aventure? Par où ça a démarré? Pourquoi le sport déjà? Pourquoi le foot, etc. En fait, quand je suis chez Gemalto en 2008, je reprends des études à Kedge et donc juste pour revenir chez Gemalto, donc tu pars avec un quelque chose qui te permet ensuite de monter un peu. Financièrement, si tu n'avais pas eu l'argent, tu t'aurais fait quelque chose? J'aurais pas pu. Non, ok. J'aurais fait autre chose, mais j'aurais pas pu parce que c'est des affaires comme les Foot 5 dont on va parler. C'est un investissement entre 600 et 800 000 euros. Donc, si tu vas voir la banque et que tu n'as pas l'apport, c'est même pas la peine. Donc là, j'aurais pas pu faire ça. J'aurais fait autre chose, certainement. Mais pourquoi j'en suis venu là? C'est qu'en 2008, je suis chez Gemalto. Je travaille en Afrique. Je gagne de l'argent, mais ça ne me suffit pas. Donc, je m'implique dans une association qui s'appelle Diambars, bénévolement évidemment, qui fait de l'éducation par le foot. Qui a été créée par Patrick Vieira, Bernard Lama, Jimmy Adjoviboko, qui deviendront des amis par la suite. Et je travaille gratuitement pour eux. Je fais des levées de fonds, j'organise des dîners de charité, je fais venir des jeunes de là-bas ici, je crée une antenne locale à Marseille, etc. Je fais plein de choses. Donc le sport, le foot reste un fil conducteur, l'Afrique encore. Et donc quand je quitte Gemalto, je me dis je veux absolument faire quelque chose dans le sport. À ce moment-là, le foot 5 est un marché qui est déjà mature, mais qui y a encore de la place. Et j'ouvre à Decathlon, en fait, à Bouc-Bel-Air, un premier centre avec des terrains de foot, des terrains de padel, des terrains de beach. Et là, je passe de Gemalto, Sofitel 4 étoiles, 5 étoiles, dîner, costard cravate, à donner des chasubles à des gars qui me donnent 9 euros en échange. Donc voilà, je passe dans l'entrepreneuriat, il faut repartir de zéro. Et je me régale, en fait, j'adore faire ça, c'est pas de problème. Mais bon, rapidement, on essaye de faire développer ce business, on a des idées marketing avec ma femme que d'autres n'ont pas eues, et on développe le business jusqu'à faire des académies qui nous emmènent ensuite à signer un partenariat avec l'Olympique de Marseille. Tu peux nous raconter Ouais, en fait, dans notre centre de foot 5, on décide rapidement de faire une académie en remettant les valeurs du sport au centre du jeu et plus uniquement la compétition, ce qui est devenu un peu le foot amateur aujourd'hui a perdu un peu de ses racines, je trouve, de ce que j'ai vu en tout cas dans la région. Donc on fait une académie de sport, de foot ludique. Et donc ensuite, l'OM nous contacte parce qu'ils entendent parler du concept. Et il y a un certain Sylvain Vachier qui travaille avec moi maintenant. On se met d'accord, on crée une marque commune et il nous donne la licence pour développer ça dans la France entière. Donc on le développe dans 8 centres de foot 5. Un en Algérie, qui est la première présence de l'OM à l'étranger, à tout jamais. Il n'y a jamais eu d'autres stages, voilà. Aujourd'hui, c'est reparti côté OM, mais c'est nous qui l'avons ouvert. Et voilà, et on se lance dans cette aventure où en fait on gère des enfants, des parents, du marketing, voilà, une activité de stage pendant les vacances scolaires. Et avec ta femme, vous êtes à 50-50? Ouais, on est à 50-50 surtout. Ouais. Ok. Surtout sur les enfants, sur la maison, sur les tâches ménagères. Non, oui, on a toujours tout fait comme ça. Ok. Qu'est-ce que c'est donc MCES? MCES, c'est dans la continuité de ce qu'on fait sur les académies de foot. On découvre un peu par hasard le phénomène e-sport.
Donc pour ceux qui ne connaissent pas, sport électronique, c'est la version compétitive du jeu vidéo. C'est des enfants qui jouent à Fortnite et qui font des compétitions pour gagner de l'argent. Effectivement, ou je des pense lots. qu'il y en a pas mal qui connaissent pas. Hein. Ouais, c'est C'est pour pas ça que très je fais connu. toujours. Ouais. En fait, il y a un peu de sémantique. Il y a le jeu vidéo, c'est ce que tout le monde connaît. C'est une industrie qui pèse 140 milliards de dollars annuels. Donc à elle seule, c'est une industrie qui dépasse le cinéma plus la musique confondue. Et une industrie qui est amenée à doubler dans les 10 ans qui viennent. Donc c'est totalement incroyable. Et on le voit tous, tout le monde joue de plus en plus sur son téléphone, PlayStation, PC, etc. Et l'e-sport, c'est comme la Formule 1 pour les constructeurs automobiles. Donc l'e-sport, c'est le produit, ce qui est visible. Les éditeurs de jeux investissent dans l'e-sport pour faire parler de leur jeu et donc créer des compétitions qui remplissent des stades, qui sont diffusées pas sur la télé, mais sur Twitch, des plateformes de streaming. Et les jeunes regardent de plus en plus, au lieu de regarder un match de rugby le dimanche, ils vont passer 2 heures sur Twitch à regarder des joueurs qui jouent à Fortnite. Alors, ça paraît incroyable quand on a 45 ans comme moi, mais quand on se penche sur le phénomène, d'abord c'est plein de bonnes choses. C'est juste la nouvelle génération, quoi. Faut arrêter de faire les vieux et rejeter ça. Par contre, ça crée aussi des problèmes et des questions concernant notamment l'addiction que les jeunes peuvent avoir sur le jeu. Ouais, on va en Et c'est pour parler, ça que pour nous, il y a le gaming, le jeu vidéo. Donc ça, c'est ce que les enfants font à la maison. Et ils le font trop, ils le font mal, ils le font pas avec beaucoup d'intelligence. Et puis il y a l'e-sport. L'e-sport, c'est comment je deviens performant dans ce jeu. Comment j'apprends à jouer en équipe, comment j'apprends à communiquer, comment j'apprends la rigueur, le respect des autres, etc. etc. Donc nous, c'est de l'e-sport qu'on fait, c'est pas du jeu vidéo. Et donc les académies, on est en train de créer des académies d'e-sport dans lesquelles on utilise cette passion du jeu vidéo pour les remettre aussi au sport traditionnel. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est le président du CNOSF qui le disait l'autre jour, sur le 800 mètres, on a perdu 30 secondes. C'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui mettent 30 secondes de plus à faire un 800 mètres en moyenne nationale que ce qu'ils mettaient il y a 10 ou 15 ans. Donc on a un vrai problème qui n'est pas lié qu'aux jeux vidéo, qui est lié à la sédentarisation de chacun, aux heures qu'ils passent sur les téléphones portables, etc. etc. Donc c'est comment, cette passion du digital qu'ils ont, comment on en fait quelque chose, quoi. Mais toi, donc, c'est ton beau-frère, c'est ça, qui t'en parle comme ça, Le sur le hasard. coin d'une table, et toi, tu te dis, c'est bon, je vais me lancer là-dedans. C'est Ouais, un peu ouais, improbable. Improbable. Quand on connaît pas le sujet, Bon, Ouais. t'as un petit peu de temps devant toi, puisque Ouais. tu te blesses, donc Ouais. t'as 3 mois Ah, pour mais y sans ça, je suis mort. réfléchir. Sans ça, je le fais jamais. Mais sauf que 3 mois, c'est pas énorme non plus. Ah ouais, Enfin, mais 3 mois avec tes journées full pleines, tu peux rien faire, tu bouges pas parce que j'étais blessé, je pouvais vraiment pas bouger du canapé, j'avais interdiction de bouger. C'est énorme, 3 mois pour faire. Dans ta vie, tu as rarement des périodes de 3 mois où tu peux te concentrer à 100%. Je veux dire, je peux pas marcher, je peux pas sortir, je peux pas faire de sport, je peux pas aller au resto, je peux rien faire. Je suis bloqué complet. Et du coup, plutôt que de regarder Netflix, je me dis, tiens, je vais. T'y crois tout de suite à Direct, ce. direct. Ok. Ah ouais. En fait, je lis. C'est une Je révélation. lis, quoi. je lis ce qui se passe aux États-Unis. En fait. C'est ça qui me. Parce que depuis quelques années, je travaille sur les États-Unis pour le développer des centres de foot 5 là-bas. Et donc, je me déplace beaucoup là-bas. On va en ouvrir un là au mois d'avril. Avec un investisseur qui est français mais qui vit depuis des années là-bas. Et donc je suis très axé aux États-Unis, je regarde ce qui se passe et on sait très bien qu'ils ont toujours 3, 4, 5 ans d'avance sur nous. Donc je regarde ce qui se passe là-bas et les tendances et les histoires d'équipes d'e-sport qui se sont créées il y a 5 ans qui valent 500 millions d'euros. Et je vois que c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer, quoi. Donc Tu vois un énorme potentiel là-dedans. Et... Après, j'avoue qu'on se lance sur ce qui aujourd'hui est devenu juste une partie du projet. On se lance jamais en disant on va faire ci, on va faire ça. On découvre en marchant, voilà, on découvre les opportunités, on s'implique et on voit que finalement il y a l'opportunité de créer une équipe professionnelle aussi. Ça, c'était pas prévu au départ. Bon, voilà, du coup, tu vas tout nous raconter parce que donc, comment tu recrutes, comment tu lèves des fonds, quel est le business model. Alors, d'abord, il faut lever des fonds. D'abord, c'est qui l'équipe en fait? Donc, c'est toi et ta femme finalement? Voilà, au départ, c'est moi et ma femme, effectivement, mon beau-frère, quand même, qui lui connaît le game, comme ils disent. Ok, donc pourquoi? Parce qu'il joue? Toi, tu joues? Parce qu'il joue, non, pas du tout, moi je joue pas. Il joue et puis il regarde Twitch, il est au courant, il est dans son écosystème, voilà, qui est un monde parallèle pour moi au départ, qui ne l'est plus du tout aujourd'hui. Hein. Maintenant, je connais aussi bien que lui les performances, les résultats, les joueurs, etc. Mais donc, voilà, on se lance avec lui. Il nous fait rencontrer sa cousine Lisa, qui devient notre community manager. Et on démarre avec des petits moyens. On prend un joueur par-ci, par-là, on se trompe. On commence comme ça. Et puis, pour faire une équipe pro qui vise à devenir une des meilleures équipes européennes, parce que moi j'ai 45 ans, j'ai pas le temps de faire juste une petite équipe, donc là on veut rentrer, on sent qu'il y a une opportunité, on est très ambitieux, on fait un budget et on voit qu'il va nous falloir au moins 1,5 million d'euros de budget pour la première année.
Et on commence à faire des réunions d'information, à brasser autour de nous pour essayer de lever des fonds. Et ce qu'on arrive à faire il y a 18 mois maintenant, puisqu'on fait une première levée à 1,9 million, avec notamment Gilles, qui est c'est plutôt du réseau, quoi. Complètement, que du business angel. Alors, du réseau, pas fort. Oui, le premier, la moitié c'est du réseau, l'autre moitié c'est du réseau de réseau, des amis d'amis qui en fait vivent le projet un peu à travers leurs enfants, sentent qu'il y a quelque chose qui se passe, comprennent rien du tout. Vraiment, la plupart des gens qui ont investi dedans au départ, ils comprennent pas ce que c'est, mais ils nous font confiance parce qu'ils ont vu ce qu'on faisait et aiment bien le positionnement sport, e-sport, académie, le fait qu'on traite les problèmes d'addiction des jeunes aussi. Et donc on se lance. J'imagine que ça doit faire. Enfin, c'est en train d'exploser, tout le monde le voit, mais ça doit faire peur aussi. Ah bah oui, c'est très instable. Il n'y a pas de business model, on va y venir. Il n'y a encore pas trop de business model. Donc, quand tu lèves des fonds, c'est qu'il y a un problème de business model. Hein. Toutes les startups le font, mais avec la perspective de prendre une position qui nous permettra plus tard d'être valorisé. Voilà. Donc c'est un investissement très risqué. Comment tu les convaincs, les investisseurs? Je crois que en fait, les gens qui ont un peu des moyens, d'abord je les convainc en leur disant mettez ce que vous pouvez perdre parce que c'est risqué. Voilà, donc ça, je veux pas moi, parce que j'ai des amis dans le tour de table aussi. Donc je veux pas être dans une situation où le mec a mis sa maison, tu vois, non, pas du tout. Donc je dis mettez ce que vous pouvez perdre parce que malgré tout ce que je peux vous dire, on ne sait pas. Le marché est pas stable, etc., etc. Mais tu les convaincs par un peu ta personnalité. Beaucoup même, ça compte beaucoup. Dans leurs yeux, ils voient, ils disent putain, on a confiance en lui, quoi. Et en fait, c'est beaucoup ça. Parce que, in fine, tout le reste, c'est de la littérature. Très peu m'ont demandé les vrais chiffres, les prévisionnels, très très peu. Souvent, ça s'est fait parce que tu discutes, tu les entraînes, ils se disent putain, le mec, il a une vision. Alors, quand je dis le mec, c'est moi et toute l'équipe derrière. Mais... Et puis maintenant, on est dans une deuxième étape. J'ai convaincu les premiers sur des slides et sur une idée, une vision. Et puis là, maintenant, on a eu des résultats. On est devenu vice-champion du monde sur Fortnite, sur Clash of Clans, sur FIFA. On a eu des résultats sportifs. On a signé EDF, on a signé Adidas. On a 50 000 personnes sur Twitch. Donc là, on démontre en ce moment que ce qu'on disait, c'était pas si fou que ça. Et que ça peut marcher. Quoi. Ça peut marcher. Aujourd'hui, tu vois, j'ai analysé ça ce week-end, justement, parce que tu bosses le week-end quand tu es entrepreneur, évidemment. En un an, on est déjà largement au-dessus de clubs traditionnels de la région, par exemple. Rugby ou hand, qui sont des clubs pro, avec des gros budgets, avec des stades, avec le PAUC, la Provence Rugby, etc. Tu analyses leurs réseaux sociaux et les nôtres, tu analyses leurs audiences télé versus nos audiences Twitch, on est au même niveau, en un an. Et on a dépensé qu'1,5 million finalement. Ouais. Alors qu'eux ont des budgets, des subventions. Nanana. Donc, je pense qu'on est sur le bon créneau. Maintenant, il faut garder la confiance des investisseurs. Parce que le business model, pour en parler un peu, il est basé beaucoup sur le sponsoring aujourd'hui. Ce qui manque par rapport au sport traditionnel, c'est toute la partie ticketing, donc le stade. Et on n'a pas de stade, hein, donc on a que du virtuel. Et la partie media right. Les media rights vont arriver, c'est une certitude, puisque Twitch, qui est aujourd'hui en situation de quasi monopole, est aujourd'hui attaqué par YouTube Gaming, détenu par Google quand même. Twitch détenu par Amazon. Microsoft a créé une plateforme de streaming en 2019 qui s'appelle Mixer. Et Facebook a sorti Facebook Gaming. Donc on a 4 mastodontes, 4 GAFA, qui ont maintenant leur plateforme de streaming. Donc ils vont se battre pour avoir le contenu des équipes, le contenu des streamers, le contenu des ligues, etc., etc. Et il va y avoir de la monétisation. Ça a déjà démarré en janvier aux États-Unis, toujours, parce que c'est là où je regarde. Sur Call of Duty, on n'est pas du tout sur ce genou, mais ils ont acheté les droits pour 100 millions d'euros l'année pour diffuser sur leur plateforme le championnat, quoi. Donc quand ça va arriver, la valorisation des équipes qui seront là va être multipliée par 20 ou par 30. Donc il faut attendre, il faut patienter, il faut être là, il faut rester en place. Après, aujourd'hui, on essaye de perdre un minimum d'argent, évidemment. Donc le sponsoring, très important. Cette année, on a un gros plan pour développer plusieurs types de sponsors qui sont des sponsors maillots, classiques, comme dans un club, mais avec tout un tas d'activations autour que des clubs ne peuvent pas proposer. Parce que nous, on est digital native. Donc moi, tous mes joueurs ont des communautés de malades qui sont très engagés. Tu vois, quand tu as un joueur de rugby ou de foot ou de basket, ou peu importe, le foot, on va le mettre un peu de côté. Quand ils ont 2000 fans sur Twitter, c'est un max, quoi. Moi, un joueur à 2000 fans, ça n'existe même pas. Ils en ont tous 40 000. Donc, quand on propose à des annonceurs des campagnes, le reach est vachement plus important que ce qu'ils pourraient l'avoir dans un club traditionnel, quoi.
Mais pour revenir au début, donc tu fais la levée de fonds, donc 1,8 million. À quoi il te sert cet argent pour démarrer? Tu as vu les bureaux, donc là on ne pourra pas dans le podcast les montrer, mais voilà, ça me sert en fait à faire ces bureaux, mais à mettre des gens dedans. Donc à recruter, l'année dernière, on était 10 équivalents temps plein. Marketing, communication, community management, general manager des équipes, recruter des joueurs. Parce que forcément, pour pouvoir avoir une équipe qui gagne des titres, il faut des joueurs que tu payes. Donc les joueurs, ils sont salariés, ça se passe comment? Ils ont des contrats, c'est pas des contrats exactement salariés, parce qu'il n'y a pas de réglementation en place en France, mais ils sont professionnels, ils sont payés pour ça, ils ne font que ça. Ils sont à 100% dédiés à l'équipe. Et ils viennent s'entraîner tous les jours ici. Je ne sais pas si tu peux le dire, mais ils gagnent combien par mois? La fourchette chez nous, c'est entre 2000 et 7000. Okay. Pour les meilleurs joueurs, on a 12 joueurs sous contrat pro, vraiment, à 100%. 5 sur Fortnite, 5 sur League of Legends et 2 sur FIFA. FIFA sur lequel on a un partenariat avec le LOSC, le club qu'on a battu hier soir avec l'OM 2-1. Voilà. Donc on a 12 joueurs. Après, on a des joueurs semi-pro qui en fait représentent notre marque dans d'autres compétitions, mais plus low level, on va dire, un peu en dessous. Donc on en a 10 en dessous, donc on a 22 joueurs en tout. Ces 22 joueurs sont encadrés par 3 coachs, et ces 3 coachs par 2 managers. Donc déjà, tu vois, ça fait 27 personnes de ce côté-là. Et ensuite, on a 17 personnes en équivalent temps plein sur le staff. Donc quand j'appelle staff, voilà, donc ça fait 44 personnes qui travaillent aujourd'hui pour l'entreprise. Ouais. Et voilà où est l'argent, en fait. Il n'y a pas autre chose. Hein. Il y a très peu de matériel, un petit peu des PC, des machins. Mais ce qui coûte très très cher aujourd'hui, c'est la masse salariale, mais qui nous permet de développer cette audience. Et sans tout ça, il faut du monde pour faire le stream, il faut du monde pour faire des images, il faut du monde pour accompagner les joueurs, il faut du monde. Ouais, c'est comme ça. Il faut investir sur les gens. Donc là, tu me disais, il y a un peu de rentrée d'argent déjà, donc via le sponsoring. Cash prize aussi. Donc quand on gagne des compétitions, en fait, on a gagné par exemple Clash of Clans, $150,000 parce qu'on a été vice-champion du monde. Ok, ils sont commissionnés les joueurs là-dessous Ils reprennent une grosse partie en fait. Okay. Ouais. Comme le marché aujourd'hui est très très dynamique, les joueurs aujourd'hui sont dans des situations un peu de force par rapport aux équipes. Et donc, une grosse partie des cash prizes leur est reversée. Et c'est quoi le profil des joueurs? C'est qui ces gens? C'est des gens qui jouaient chez eux un peu en incognito et puis ça dépend des jeux. Repérer, ou ça dépend des jeux en fait. Comme tu vois, tu dirais, il y a le rugby, le foot. Tu vas pas avoir les mêmes typologies sociales déjà, parce qu'il y a certains jeux, par exemple FIFA. FIFA, c'est un jeu qui se joue sur console. Tout le monde a une console à la maison, donc on a tout type de joueurs qui viennent de partout. League of Legends, ça se joue sur un PC à 3 000 €. Ça demande des capacités d'analyse et de mémorisation au-dessus de la moyenne. Donc tu as plutôt des profils ingénieurs, pour faire simple, même si c'est plus intellectuel. Et Fortnite, qui est le nouveau phénomène, tu as des jeunes de 14 ans qui tapent tout le monde et qui sont les meilleurs du monde. Donc tu vois, c'est très différent d'une scène à l'autre. Fortnite, on est vraiment dans le cliché du je joue à la maison et d'un coup j'intègre une équipe pro à 16 ans, pas à 14. 14, on ne peut pas le faire. League of Legends, on a un mercato, c'est beaucoup plus structuré. Le jeu à 10 ans, donc on a des joueurs, on a des stars, on a des moins bons, des bons. Mercato classique, comme le foot, on va dire. Et sur FIFA aussi, c'est plutôt un modèle de mercato. Et moi, bêtement, j'y connais rien là-dedans, mais je me dis, FIFA, il doit y avoir des footballeurs qui doivent être peut-être pros, et ils doivent savoir bien jouer, je sais pas. Est-ce que c'est... Non, ils ont pas le temps, en fait. Il y en a certainement qui sont bons, hein, évidemment, mais il faut beaucoup, beaucoup d'entraînement pour arriver au plus haut niveau. Tu veux, la compétition, elle est monstrueuse. FIFA, je sais pas, c'est peut-être 50 millions de joueurs. Donc, il y a 50 millions de mecs qui veulent devenir champion du monde FIFA. T'as même pas 50 millions de joueurs de foot, tu vois. Donc non, il faut s'entraîner tellement pour pouvoir atteindre le haut niveau qu'ils n'ont aucune chance. Mais le vrai jeu, c'est Fortnite qui rend les joueurs de foot dingues. Tous, Maxime Lopez, Griezmann, les Allemands, ils jouent tous à Fortnite. Griezmann a même créé une équipe son frère a créé une équipe d'e-sport là, il y a un mois. Pour Fortnite. Fortnite, ouais. Ok. Ça marche. Donc là, tu as plusieurs salles, il me semble, donc Marseille, Aix, et là, tu es en train d'ouvrir plein d'autres. Ouais, on est en train de développer ça. Donc là, ça se passe comment? C'est MCES qui ouvre? C'est des franchises? C'est quoi exactement? On a les deux modèles. On a des ouvertures en propre qui sont prévues pour cette année à Paris et à Lyon. Et on a des ouvertures en partenariat avec
des clubs de sport qui veulent créer des sections e-sport en fait. Donc on je travaille crois que avec, l'OM aussi a. pour l'instant, je ne les ai pas entendus bouger là-dessus, mais peut-être, hein, ils y viendront un jour. Mais pour l'instant, nous, on travaille avec les Girondins de Bordeaux, par exemple, avec le LOSC, avec le PUC à Paris, donc qui est un club universitaire, avec le TUC à Toulouse, avec des clubs qui ne savent pas trop comment utiliser l'e-sport, qui sentent bien que pour répondre aux besoins de leurs licenciés, il faut qu'ils fassent quelque chose. Et donc, on est en train de développer ça, effectivement, sur la France entière. Et donc, tu as eu aussi une académie, donc formation pour les plus jeunes, c'est ça où tu... Ouais, bah c'est un peu le cœur névralgique ça, du projet. C'est qu'on, voilà, tous les mercredis, tous les samedis, on utilise la passion de l'e-sport pour les remettre au sport traditionnel. Et donc, on a une académie avec des jeunes qui viennent, un coach, les mêmes codes que le sport traditionnel. Ils mettent le maillot, ils respectent le coach, ils apprennent rien, ils sont sanctionnés s'ils sont en retard. Des choses un peu bêtes, mais basiques, on va dire, mais ouais, qui marchent Est-ce bien. que tu mises un peu sur eux aussi pour retrouver les prochaines On pépites espère, ouais. Ouais, on espère qu'en développant ce réseau, bah, la future pépite, on la verra. Mais quand même, au bémol près, que tout est tellement digital que si elle est pépite et qu'elle est pépite chez elle, on va quand même la repérer avant même qu'elle intègre l'académie. Par contre, on aura une académie qui va rassurer les parents. On pourra mettre les pépites qu'on a recrutées dedans gratuitement, comme le font les centres de formation. Donc on est au tout début du modèle, mais bien sûr que c'est aussi un objectif. Ouais. Effectivement, on parlait un peu avant de cette addiction pour le gaming. Les parents inquiets, peut-être. Toi-même, tu l'as vu peut-être, je pense, avec ton fils qui jouait à Fortnite. C'est quoi justement les parents ne connaissent rien là-dedans. Ouais. Ils comprennent rien. Pourquoi ils sont scotchés à leur PC autant de temps et quoi. Donc toi, tu arrives avec une proposition d'encadrer tout ça. Est-ce que ça rassure les parents? Ouais, c'est vraiment ça rassure et ça aide les parents. Donc c'est déjà quand ils rentrent dans l'académie, les parents sont impliqués dans le processus aussi de formation du gamin. On fait des tournois parents-enfants. On leur explique pourquoi les enfants sont accros à ce jeu et notamment en quoi il est social. C'est-à-dire que ce qu'ils pensent souvent, c'est mon fils il est tout seul derrière son truc. En fait, quand ils font une partie de Fortnite, ils la font connecter, ils se parlent. Et ils peuvent parler à un copain à eux qui est de l'autre côté de la France. Et finalement, eux, ils estiment que ça, c'est du lien social. Et ils ont raison. C'est du lien social. Ils font des choses ensemble. Ils partagent quelque chose. Nous, ce qu'on veut faire, c'est de rendre physique. C'est-à-dire, ok, c'est bien le digital, mais c'est aussi sympa de rencontrer les gens, de se connaître, de se voir dans une communauté. Et ça, les enfants adorent, évidemment. Ils disent pas non. Mais comme on leur proposait rien jusqu'à maintenant, puisqu'on se ferme les yeux en disant c'est des geeks et tout ça, ben, c'est un peu notre faute. C'est à nous de leur proposer quelque chose aussi. Et puis les parents, nous, on donne des gammes à faire entre chaque entraînement. Donc, comme au piano, ton prof va te dire révise tel ou tel truc. Donc, après, c'est aux parents à la maison d'utiliser ce qu'ils font en cours pour dire attends, tu as eu ta dose, tu es allé à l'académie, tu dois jouer 1 heure par jour. Et en général, ce qu'ils nous disent les parents, c'est que naturellement, les enfants jouent moins. Parce qu'ils ne sont plus dans le gaming, ils sont dans l'e-sport, comme je disais tout à l'heure. Ils sont dans la recherche de la performance. Ils ne sont plus à lancer des parties pour lancer des parties. Ils jouent, ils disent ok, là, il faut que je m'entraîne là-dessus. C'est réfléchi, il y a une stratégie derrière. Ouais. Alors après, il nous manque un élément essentiel de ce marché qui sont les coachs. Parce que pour encadrer tous ces jeunes, il faut des coachs, que ça n'existe pas. Un coach Fortnite, nous l'inventons en ce moment. Et on a signé un partenariat avec le comité régional olympique. On lance à partir de fin mars la toute première formation diplômée reconnue par l'État, qui s'appelle le BPGEPS. Je ne sais pas si tu connais. Okay, c'est comme le BAFA, tu vois, pour le sport, BPGEPS, donc jeunesse et sport, qui va être adapté à l'e-sport. Et ça, c'est un peu une révolution, parce que c'est la première fois en France qu'il y a ce genre de diplôme qui va être sorti, que ça a été piloté par nous, et surtout par le comité régional olympique Hervé Liberman, qui au début trouvait notre concept, c'est nul de mettre des gamins derrière les écrans, et finalement s'est rallié à notre cause en disant, t'as raison, il faut absolument en faire quelque chose. Et donc on crée ces diplômes-là à partir de fin mars. Ils vont faire 60% de leur temps en entreprise, 40% de leur temps en cours. Et ils sortiront au bout de 12 mois avec un diplôme certifié. Ils seront employables. La formation est 100% gratuite, prise en charge par les OPCO. Les gamins sont payés, ils ont 400 ou 500 euros par mois. Donc c'est très très grosse étape pour nous, ça. J'imagine. Ok, ensuite là tu vises l'international également, donc Los Angeles, donc tu veux ouvrir une salle là-bas. Ouais. Donc pareil, comment ça se passe? Donc là tu attaques un marché qui est complètement en avance par rapport à la France.
Il y a déjà plein de choses. Los Angeles, c'est une hyper grande ville. Comment tu fais pour ouvrir une salle là-bas? Moi, ça me paraît Ouais. complètement fou, mais Non, mais en fait ça, des fois, les étoiles s'alignent. Je t'ai dit que j'avais fait du conseil pour ouvrir des centres de futsal dans le monde entier. Il se trouve que la personne qui a mis le premier million dans l'affaire, c'était un de mes clients il y a 4 ans, et que lui voulait ouvrir des futsal aux États-Unis. ah oui, ok. Voilà. Donc c'est Gilles. Gilles Michler, ouais. Et donc, en allant là-bas, on sympathise, on devient pote, etc. On monte ces futsal avec une troisième personne qui s'appelle Sébastien Abonnel, que j'ai connu à Aiguille, etc. Et puis, on monte ces futsal, là, on en ouvrait au mois d'avril. Et sur le même modèle que ce qu'on a fait à Marseille, on a dit, on va mettre une salle d'e-sport. Donc, concrètement, on achète 10 PC, on les met dans un truc, on teste le marché, on met une première pierre. Mais derrière, évidemment, cette première pierre nous permet d'analyser le marché, d'être présent sur place, d'être là si jamais vraiment il y a une opportunité. On va aller faire des salons à Las Vegas. Enfin, après, tu fais de l'international assez Oui, ça naturellement. coûte pas très cher pour Non. juste tester un peu, Non, voir voilà. ce qui se passe. On a fait une petite étude de marché, bien sûr. On travaille avec Business France et voilà, on a des financements assurance prospection que tu connais peut-être avec la BPI. On structure le truc, mais quand tu as fait les Gemalto, je reviens là-dessus, de l'international, moi que ce soit à Los Angeles, à Casablanca ou à Montpellier, je vois pas de grande différence en fait. Je vois juste des opportunités qui peuvent être supérieures, plus rapides, plus grosses et plus faciles peut-être qu'en France. Même si partout, il faut adapter ton offre, ton discours et ton marketing, quoi. Donc là, tu le fais avec Gilles. Il est Ouais. sur place. Lui, il est à San Il va- Francisco. Ouais. Il va t'aider donc dans Non, lui, dans il le travaille montage, plus. non? Lui. Ah ouais. Non, lui, lui, c'est un investisseur. Ok. Il est business angel, il t'appelle des Bahamas ou des Maldives et il te dit ça va, ça se passe bien. Ok. Non, il va peut-être aider, je dis ça en plus, mais c'est pas vrai parce que là, pour le coup, ça l'intéresse sur la partie e-sport. Et son gamin et son fils étant un fan de Rocket League, un autre jeu, et ben, quand t'es papa et que t'as envie de suivre la passion de ton fils, donc tu t'intéresses, tu vois, et beaucoup d'investisseurs viennent comme ça. Hein. Ouais. Il y a de l'émotion dans notre projet, tu vois. C'est pas juste un projet, on va créer une appli qui fait papa, maman, machin. Il y a de la passion en fait. Il y a de la Vous passion, êtes il y a de drivé l'émotion. par la passion. C'est comme le sport. Ouais. Pour revenir un peu sur les joueurs, tu les loges, c'est ça? Ouais. Pourquoi ils sont logés? Ils viennent d'où en fait? Parce que tu les recrutes un peu de partout Ouais, ils viennent de France, de Belgique, de Suède, d'Espagne, d'Estonie, etc. Ils viennent du monde, d'Europe, on va dire. Pourquoi on les loge? D'abord parce que quand ils arrivent ici, qu'ils arrivent des quatre coins les mercatos sont très très courts. Les décisions doivent se prendre très rapidement. Et quand ils arrivent, avoir un loyer, un truc, c'est impossible pour eux. Le temps de trouver l'appartement, déjà, c'est mort. Donc on leur prend une maison qui est prise en charge par la structure. Après, ça nous permet aussi de gérer leur rythme de vie, de gérer leur sommeil notamment. Voilà, ils viennent s'entraîner tous les jours. On gère aussi les repas pour eux, etc. Pour maîtriser tous les à côté et qu'ils soient vraiment dans une recherche de performance. C'est toi qui fais les recrutements? Tu as quelqu'un dédié Non, ici? heureusement que c'est pas moi, parce que moi je viens en dernière lame quand il faut convaincre un joueur qu'on veut absolument. J'amène le mot du président, si tu préfères. Voilà, je fais mon rôle comme ça. Mais non, j'ai des spécialistes, heureusement, qui ont les réseaux, qui savent analyser une partie. Non, moi, dans le foot, à la limite, je pourrais conseiller Jacques-Henri, mais pas là. Et tu parles souvent de similitudes entre sportifs de haut niveau, dans la Formule 1, dans le tennis, etc., avec un joueur e-sport. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Quelles sont les compétences qu'ils ont en commun? Quel genre d'aptitudes développent par rapport à... Alors déjà, je ne sais pas si tu le sais, mais notre directeur sportif, c'est un ancien double Oui. champion olympique. Notre responsable performance, c'est quelqu'un qui a fait 2 Coupes du Monde de football, etc. Donc déjà, eux, ils disent, ils ont tous joué, parce que c'est une génération, Yannick Agnel avait 28 ans, donc voilà, ils ont tous joué aux jeux vidéo, et ils te disent qu'ils retrouvent dans le jeu vidéo, dans l'e-sport, pas dans le jeu vidéo, la compétition. Ils retrouvent ces émotions de la compétition. Quand tu gagnes, voilà, tu as ce côté. Voilà. Ensuite, dans le quotidien, comme je te disais tout à l'heure, un bon joueur de FIFA peut pas juste être un bon joueur de FIFA s'il veut devenir professionnel. Il faut travailler beaucoup, il faut être très rigoureux, il faut faire attention à tout. Donc, il y a, tu vois, cette espèce d'effort que tu dois faire quand tu es sportif professionnel, il est le même dans l'e-sport. C'est-à-dire que si tu fais pas ça, tu n'y arriveras jamais. Tu as beau être très très bon dans ta chambre, si tu n'intègres pas à un moment donné le professionnalisme d'un athlète, tu arriveras jamais au sommet, quoi. Et puis ensuite, il y a pour beaucoup de jeux qui sont des jeux collectifs, la capacité à t'intégrer dans un groupe, à communiquer,
à gérer tes émotions, etc. C'est très très proche, vraiment. Non, non. Alors évidemment, il n'y a pas le côté athlétique. Y a pas... Nous, on leur fait faire du sport, mais les gens vont te dire, ouais, mais c'est des geeks. Et c'est vrai, tu peux être un super joueur d'e-sport et être en surpoids. Tu peux être un super joueur du sport et être tout fin, ok. Mais comme tu peux être un super tireur à l'arc, un super tireur à la carabine ou un super joueur d'échecs, qui sont 3 sports reconnus par le CIO. Donc bon, de quoi on parle, on s'en fout un peu en fait de ça. Je m'en fous de savoir si c'est un sport ou pas un sport. Quand ils se préparent, c'est sûr que c'est des sportifs, quoi. Ok. Donc il y a des coupes du monde, hein, c'est ça? Ouais. Des coupes du monde. Ça se passe comme dans le sport. Il y a des. Ouais, il y a des qualifications, ouais, les gens connaissent pas parce que voilà, c'est vrai que quand tu l'as jamais vécu, mais il y a des qualifications, donc des circuits de qualification selon les jeux. Je vais pas rentrer dans le détail, ça peut être différent, qui finissent sur. Je vais prendre 2 exemples. Fortnite, ça s'est fini à New York. On avait un joueur là-bas dans le stade Arthur Ashe, qui est le stade où a lieu la finale de l'US Open. Et le vainqueur de Fortnite a gagné un cash prize supérieur à ce que Djokovic a gagné la même année à l'US Open. Voilà. Et le stade de 25 000 places était plein. Et là, ça se passe comment? Les gens voient des écrans? Ouais, il y a des grands écrans. Les joueurs sont sur scène, mais les joueurs, on les voit assez peu. Ce qu'on voit, c'est leur jeu, c'est le match. Et on voit à la fin où la tête des émotions des joueurs qui jouent. Mais ce que les gens regardent, c'est le match. C'est le match du jeu. C'est pas finalement, un joueur. Tu regardes un match. Un beau spectacle, en fait. Non, c'est fantastique. Non, mais tu vois, un des premiers déclics qu'on a eu avec ma femme, c'est quand je suis plus malade, on part à Cologne en juillet 2018. Il y avait une compétition dans un stade, 25 000 places, etc. Et on passe une journée extraordinaire. Et c'est bien mieux, honnêtement, que de voir un match de foot où une fois sur 2, t'es pas sûr du spectacle, tu vas t'ennuyer, il y a des problèmes, etc. Là, c'est de l'entertainment. Alors, on est entre le sport et l'entertainment. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de longueur, quoi. Il se passe toujours quelque chose. Et le jeu prévoit que si un adversaire veut jouer défensif et pourrir le match, eh ben non, c'est pas possible. Parce que là, il va lui sortir un dragon ou la carte va se réduire, ou tu vois. Donc, tout est fait dans la méta du jeu, dans la façon de penser, pour que le spectacle soit garanti, quoi. Donc, c'est beaucoup plus spectaculaire. C'est comme si tu allais voir en même temps un match et un concert des Rolling Stones, quoi, tu vois. Non, mais c'est vrai, même les productions vidéo, on est dans une industrie qui est digitale, mais elle n'a pas besoin de se forcer pour être digitale. T'as pas besoin de convaincre le stade Vélodrome de mettre des... Non, ils sont tous convaincus. Donc quand tu y vas, c'est des spectacles 3D, 4D, 5D, tu découvres des trucs. Vraiment, c'est en avance, quoi. Donc tout l'entertainment devrait regarder ce qui se passe dans l'e-sport parce que les mecs font des trucs dingues. Ouais. Et du coup, oui, en Asie, ils sont hyper forts là-dedans. En Corée du Sud, c'est ça? Ouais, c'est les plus forts. Ils ont pris une avance qui va être compliquée à rattraper. Ouais, ils sont très forts. Les Chinois notamment et les Coréens, c'est au-dessus, mais ils ont de graves problèmes d'addiction. Tu vois, comment ça arrivé chez eux. L'e-sport est numéro 1 en Chine. Hein. C'est le truc le plus populaire devant le foot, devant tout ce que tu peux imaginer. Pareil en Corée du Sud. Sauf que ça crée des générations de gamins qui rêvent de devenir pro et qui donc jouent. Et donc aujourd'hui, ils sont addictifs. Il y a des cellules de dégrisement, il y a des cercles d'anonymes, il y a des enfants qui sont mis dans des maisons parce que c'est une drogue en fait, le jeu. Je peux le comprendre ça quand tu joues beaucoup. Donc ils ont leurs problèmes aussi, quoi. Donc c'est le manque d'encadrement finalement. Ouais. Bien sûr. Ah oui, mais même nous, on va avoir le problème. Hein. Si t'as pas des coussins, des amortisseurs qui te permettent de réguler un peu la pratique, le message, on va vers des problèmes, quoi. Et je crois que donc dans une interview, tu disais que ton ambition, c'est de laisser vraiment une trace dans le monde du e-sport. Ah ouais, il dit ça. Bien sûr, ouais. Ouais, dans le développement. Enfin, je sais qu'en France, donc il y a 2-3 acteurs qui sont assez gros, comme Vitality, et, Solari, d'autres, Gamers Origin, ouais, il y en a. Ouais, comment tu vois en fait l'avenir? Comment tu vois toi le développement de MCES là-dedans? Et pourquoi tu as envie justement de laisser un fort impact? Alors moi déjà, si je devais laisser qu'un impact, c'est surtout la partie ce que je te disais, des coachs, du monde amateur, des académies, parce que ça, je pense que dans 10 ans, il y en aura sur tout le territoire, et se dire waouh, j'ai été à la base d'un truc comme ça qui fait du bien, qui est pas juste du business. Après il y a la partie business, ok, évidemment là il y a de l'argent à gagner, pas tellement sur les académies mais sur les équipes,
Et puis tu as envie de laisser une trace. Bon, après, c'est présomptueux, mais en tout cas, j'ai envie d'aider le marché à se développer. On est à un moment où tout ce que tu fais peut devenir un exemple pour la suite. Donc, c'est rare quand même d'arriver sur un marché, d'avoir un positionnement où tu sens que tu fais avancer pas seulement ton propre projet, mais l'industrie elle-même. Donc, tu vois, quand je te parlais du... C'est le tout début, quoi. T'arrives au tout début, t'arrives là où Gemalto arrivait avec la carte Exactement, à puce. c'est ça. Et tu te dis, putain, on est là, c'est génial. Il y a une autoroute, et les gens te reçoivent et tu rencontres des gens, tout est facile, tout est... Voilà. Tu vois, il y a une association qui s'appelle France e-sport, qui est le futur fédération de l'e-sport. Ce qu'on est en train de faire avec le comité régional olympique sur les diplômes, ils vont le prendre, ils vont le faire dans une autre région. C'est plus à moi, mais tant mieux. Mais toi, tu sais que c'est toi qui l'as créé le premier, quoi. Tu te dis, putain, c'est classe quand même. Voilà, c'est ça qui me plaît. Ouais. Ok. Donc, il y a une deuxième levée en cours ou En cours, quasiment finalisée, okay. qui va se finaliser fin mars. Ok. De combien 2,5 millions. Ah oui, d'accord. Donc là, tu sais les mêmes... de l'argent, tout ça. C'est les mêmes investisseurs qui te suivent Non, c'est un peu différent. Bon, y a ceux du début qui remettent, une partie de ceux du début qui remettent. Tu fais appel à des fonds ? On a le fonds de la région Sud qui va rentrer au capital. Donc ça, c'est très bien. Avec Turenne Capital, on a bien bossé. Ils ont cru au projet. Le fonds de la région Sud, c'est un fonds fonds innovation qui aide les entreprises du territoire, etc. C'était pas gagné d'avance, parce que nous, on n'a pas d'innovation. J'ai pas de R&D, j'ai pas d'IP, j'ai pas... Voilà, donc pour faire rentrer un fonds sur ces thématiques, c'était pas simple. Mais voilà, ils nous ont confirmé leur entrée. Puis après, des business angels du monde économique ici, mais pas seulement. À Paris aussi, où on a commencé un peu à faire notre trou aussi dans les réseaux. Ok. Donc là, tu donnes combien de ta boîte là ? Dans ce cas-là, sur la première levée, c'est... Là, après celle-là, après cette levée-là, je serai à 50%. Ok. À la fin de cette deuxième levée. Donc sur des valorisations qui sont assez élevées. Combien ? Ce tour-là se fait sur une valo à 10 millions. Donc c'est quand même très élevé pour ce qu'on génère en cash. Ouais. Parfois compliqué à comprendre pour des entrepreneurs du monde normal, ce que j'étais il y a 2 ans. Mais le marché et le positionnement qu'on a fait que aujourd'hui, il y a peu de projets comme le nôtre sur le marché et que oui, il y a un potentiel de fou. Donc ça, c'est une valo qu'on a réussi à vendre et à expliquer à beaucoup de gens. Vous êtes hyper présent donc dans les réseaux sociaux et tout ça, vous communiquez pas mal. Tes joueurs, quand ils deviennent influenceurs, ça peut rapporter de l'argent aussi. Oui, bien sûr. C'est, même pour nous, l'équipe devient influenceur. Et dans cette idée-là, il y a aussi l'idée de changer la mentalité des jeunes, c'est-à-dire de leur dire, si tu veux devenir le meilleur joueur du monde, il va falloir que tu fasses du sport. Tu vois, on est vraiment sur ce truc-là. On utilise nos propres joueurs. On communique beaucoup sur les activités physiques, tout ce qu'ils font autour, pour influencer les jeunes générations et qui se disent massivement on va faire ça. Et puis après, ça te permet sur YouTube ou sur Twitch d'avoir des revenus qui sont liés au nombre de vues que tu génères. C'est classique, au CPM, on va dire. D'avoir des gens qui s'abonnent à ta chaîne, de vendre des maillots. Donc après, tu monétises tout ça, effectivement, parce que tu es un influenceur. Et petit à petit, on devient effectivement des influenceurs en tant qu'équipe. Et nos joueurs sont eux-mêmes des influenceurs à titre individuel. Quand tu es un pro, tu sais pas forcément gérer les réseaux sociaux. Non, c'est pour ça qu'on a une équipe. On a une équipe de com qui les forme, qui les accompagne, qui le fait pour eux, et qui leur explique comment prendre la parole, quoi dire, comment faire attention. On a 5 personnes à l'équipe de com, donc qui sont au plus près des joueurs pour maîtriser un peu tout ça, quoi. Tu souhaites un objectif de rentabilité sur 3 ans. Ouais. L'objectif pour nous, la feuille de route, c'est d'être à l'équilibre en 2022. Parce que je ne vais pas continuer et à me diluer et à lever des fonds. Et à un moment donné, il faut trouver l'équilibre. On est dans une phase de développement de nos audiences, de notre image, etc. On sent très bien que les sponsors, qui sont une grosse part du budget dans un premier temps, sont en train de pivoter. Donc de comprendre que l'e-sport est pour eux indispensable. Il va falloir qu'ils se penchent sur l'e-sport et qu'ils se disent comment on fait pour toucher les jeunes, comment dans l'écosystème e-sport on choisit une équipe, un tournoi, peu importe, mais ils sont en train de se dire qu'il faut qu'ils aillent dans l'e-sport. Donc ça, on le sent très bien. On sent que les institutions aussi, font de la région sud, la métropole, mais pas seulement à Marseille, à Paris, à Mulhouse, partout en France, ils sont en train de se dire ok, il faut qu'on prenne le projet à bras-le-corps. Donc il y a des subventions qui vont tomber certainement. Voilà, il faut qu'on arrive effectivement à équilibrer le modèle et à plus être dans un truc
qui perd des tonnes tous les ans, quoi. Ouais, j'imagine que ça doit faire peur, non? Au début, Ouais. de perdre, juste de perdre. Ça va, c'est pas mon argent, je rigole. Mais non, mais oui, ça fait peur. Et puis, j'ai beaucoup d'amis, moi, dans le Tour. Donc, Oui, t'as j'ai pas aucune envie de les envie d'arriver un jour décevoir. en disant bonjour René, c'est fini. Ah, non, pas cool, non. Donc, donc on fera en sorte que ça n'arrive jamais. Après, peut-être qu'un jour on revendra et que tout le monde fera x10. C'est pas impossible. C'est même la stratégie, donc si tu veux, voilà. Mais à laquelle. La stratégie, c'est de faire x10, de revendre. Ouais. L'objectif, si tu veux, c'est de rentrer dans des championnats et des ligues fermées qui nous permettent d'avoir une valorisation liée à un actif réel qui est je fais partie de la NBA, je fais partie de la NHL. Enfin, tu vois, c'est ça qui est en train de se créer dans l'e-sport. Une fois que tu es là-dedans, ton équipe, aux yeux du marché, elle est vue comme étant une grosse équipe. Et là, il y a plein de gros acheteurs qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent pour s'acheter la place dans cette ligue-là, quoi. Donc, c'est ce qu'on doit sécuriser en 2020-2021. Ouais, c'est énorme. Hein. Le potentiel est énorme. Énorme. Je comprends hein, les étoiles dans tes yeux. Ok, on va finir par quelques questions un peu pratiques. Ouais. C'est quoi tes conseils pour les jeunes aujourd'hui qui ont envie d'entreprendre ou peut-être de se mettre dans un comme toi, sur un marché complètement inconnu? Est-ce que tout est possible aujourd'hui avec l'écosystème qu'on a, avec l'argent qu'il y a, parce que quand même pas mal d'investisseurs qui n'attendent que ça. Ça, ouais. Alors il faut. J'aime pas trop donner des conseils, mais enfin je vais partager de l'expérience, on va dire. Tout est possible, non. Je pense qu'il faut être honnête avec soi-même, ses compétences, ce qu'on est capable de faire, etc. Après, tout est possible, oui, si tu as les compétences sur un marché donné, que tu arrives au bon moment et que tu as le bon discours, oui, tout est possible, sky is the limit, etc. Je pense qu'il faut faire les choses avec passion, sans se poser de questions. Moi, quand je te racontais le foot à 5 tout à l'heure, quand j'ai ouvert le foot à 5 et que je donnais des chasubles avec passion. C'est-à-dire que le mec en face de moi, il me donnait 9 euros, mais il repartait en disant putain, le mec, je le recevais comme si c'était un client Gemalto à 2 millions. Je pense qu'il faut faire les choses comme ça. Et puis après, les choses évoluent, avancent. Voilà. Mais s'il n'y a pas la passion, moi, si demain je deviens business angel, la première chose que je veux voir dans les yeux du mec en face de moi, c'est la passion. Le mec incarne le truc, et pas la passion pour des mauvaises raisons. Tu vois, faut pas le faire pour l'argent. Ça peut pas être le seul driver. Et aux yeux d'un investisseur, dans le projet qu'on mène actuellement, je pense que l'ADN du projet sport, e-sport, académie, éducation, etc., il vaut bien plus qu'un titre de champion du monde Fortnite. Aux yeux des investisseurs. Ils s'en foutent de savoir qu'on va gagner Fortnite. Ils se disent, si les mecs sont bons et qu'ils ont ces valeurs, voilà. Donc, il faut faire attention, je pense, à pas aller qui est parfois une valeur de la jeunesse actuelle. Hein. L'argent. Alors, il y a le côté, on est écolo, tout ça, c'est aussi des nouvelles valeurs. mais c'est très marrant parce que dans l'e-sport, la seule valeur, c'est le fric, quoi. Et aujourd'hui, si tu fais un tournoi Fortnite dans la salle qu'on voit à côté, là, et que tu n'as rien à gagner, tu n'as pas d'argent à gagner, tu as du mal à attirer les enfants. Alors que moi, quand je jouais au foot, j'étais juste content d'aller gagner le tournoi du coin pour dire au collège en arrivant, ah, je t'ai battu. Et j'ai l'impression que voilà, il y a quand même dans l'e-sport fâcheuse tendance à ce que l'argent soit la valeur numéro 1, quoi. Donc voilà, faut faire gaffe, quoi. Ce qu'ils voient en Asie, aux États-Unis, il y a des joueurs qui gagnent énormément d'argent. Ouais, des youtubeurs, c'est l'argent facile en plus. Donc bon, voilà. Après, pour revenir sur ta question aussi, je pense que un conseil à donner à des jeunes, c'est d'écouter énormément ce qu'on leur dit. Quand je dis on, c'est n'importe qui, et notamment les vieux. Faire attention à. Non, mais tirer. Des fois, les vieux, ils sont à côté de la plaque. Quand je dis les vieux, c'est même plus vieux que moi. Hein. Des fois, ils sont un peu à côté de la plaque. Mais en général, il faut écouter parce que ce qu'ils ont vécu, il faut le transposer, bien sûr, dans le monde actuel. Mais ça peut être hyper intéressant Voilà, je pense que j'ai beaucoup de respect pour l'expérience. Être à l'écoute, que ça soit des conseils, des opportunités. Les gens trop fermés ou trop sûrs d'eux, pour moi, ça marche pas. Mais bon, il y en a peut-être qui réussissent comme ça. Qu'est-ce qui te pousse, toi, à avancer tous les jours? La passion, ça c'est globalement. Parce que, avant de faire de l'e-sport, j'étais passionné par les foot 5 et voilà, je parlais que de foot 5. Voilà. Donc la passion, j'ai la chance d'avoir le choix de ce que je fais aujourd'hui. Donc j'ai choisi d'aller dans cette industrie. J'ai choisi tous les gens avec qui je travaille. Quel bonheur d'arriver tous les jours et d'être qu'avec des gens que tu as choisis, donc qui sont bonnards, enfin, mon Marseillais, mais qui sont dans ton état d'esprit, tu vois.
Donc je crois que c'est ça qui me fait avancer. Donc en plus, ta famille, hein, parce que tu bosses pas mal bien avec... sûr. Mes enfants qui sont à l'école, qui passent là tous les soirs parce qu'après truc, et tout le monde les connaît. Voilà, et c'est ça c'est les gens, l'équipe, les gens avec qui je bosse en fait, qui aujourd'hui, je pense qu'il n'y en a pas un dans l'équipe qui viennent le lundi après 15 jours de vacances avec la boule au ventre. Ils viennent tous en disant putain, ça va manquer pour les vacances quoi. Et tu dis waouh, on a réussi quelque chose. C'est quoi une journée lambda pour toi? C'est pour un peu comprendre le rythme qu'on peut avoir Tu bosses beaucoup? Je me lève très tôt. Alors il y a des jours, en général vers 5h30 du matin quand même. Avant que mes enfants se réveillent, ça me permet de traiter un peu les mails, je suis tranquille et tout ça. Donc tout ce que j'ai à faire un peu au niveau mail, messages, etc. J'emmène les enfants à l'école, ou moi ou ma femme. On vient ici, quand on n'est pas en déplacement évidemment. Et en fait, toute la journée, je touche quasiment plus les mails. Et j'interface avec les équipes, j'organise des réunions où je participe, je parle avec les joueurs, avec les coachs, avec le manager. Je donne mon temps en fait aux autres quand on est ici. Et ensuite, je suis pas mal en déplacement quand même parce que tu dois représenter l'équipe, tu dois représenter ton projet, donc pas mal à Paris notamment, très souvent. Beaucoup dans des soirées, Wine and Business Club par exemple. non, mais ou d'autres trucs où tu dois aller représenter ton équipe et, bien sûr, et ton parler, projet. communiquer. Voilà, donc, et donc si je dois faire ça, en général le soir c'est rarement retour avant 22h, mais quand on est là quand même à 18-19h, je rentre à la maison, on mange avec les enfants et je me remets à bosser un peu après le repas. mais c'est pas... Tu n'as pas l'impression que tu bosses. Je me remets à bosser, mais j'ai pas l'impression de bosser, mais toute l'équipe est comme ça. On est en plus dans une activité, si tu veux, où il se passe beaucoup de choses le soir, puisque le streaming se fait le soir. Donc le soir, tu regardes le stream, les audiences, tac, tu dis, fais attention à ci, voilà, passe comme ça. Alors, c'est pas du boulot pour moi, c'est du plaisir, mais bon. Est-ce que tu regardes aussi beaucoup de matchs, justement, pour voir... Ouais, pour comparer de matchs, de contenu aussi, comment les équipes communiquent, comment elles prennent la parole sur Twitch, comment elles communiquent sur Twitter. Tu fais un peu de la veille, quoi. Ouais, tu fais de la veille tout le temps. N'importe quel business, comme finalement. n'importe quel business, ouais. Mais du coup, là, c'est très facile, parce que depuis ton canapé, tu peux le faire, quoi. Tu fais là, tac, tu regardes, et du coup, tu es toujours un peu en train de bosser, mais ne vous inquiétez pas, je prends des vacances. Par contre, la règle, c'est que toutes les vacances scolaires, je prends minimum une semaine sur les 2 que l'éducation nationale offre à nos enfants pour passer du temps avec eux. Mais ils ont 15 ans maintenant, donc... Ils ont plus envie. Ouais, si, ils ont toujours envie, mais c'est différent de quand ils étaient petits, quoi. Bien sûr. Là, ils commencent à grandir. Et puis, ils vivent le truc avec nous. Là, on part à Los Angeles, par exemple. Ensemble. Ensemble. On a les vacances scolaires. Donc. On a les vacances scolaires. Par chance, le tournoi tombe à ce moment-là. Donc, on va aller vivre ensemble la victoire finale de MCES Fortnite en Californie. Ça serait beau, ça. Génial. Ouais. Il y a des chances. Ouais. On croise les doigts alors pour l'équipe. Si on veut te contacter... Par mail, par téléphone, sur LinkedIn. LinkedIn, c'est le mieux, comme ça au moins tout le monde me retrouvera facilement. Ok, donc c'est Romain Sombray sur LinkedIn. Ouais, sur LinkedIn. Super, écoute, j'ai passé un super moment. Moi aussi. Je ne sais pas si tu as envie de partager autre chose pour finir. Non, mais c'était déjà très, très riche. Merci beaucoup. Ouais, c'était intéressant. J'espère que parce que c'est effectivement l'e-sport. Il y a quasiment... pas grand-chose. Ouais, pas grand-chose là-dessus. Ouais. Il y a maintenant une émission sur RMC. Oui, c'est ce que j'ai écouté. Ouais. C'est ce que j'ai écouté. Il y a Énergie qui nous a sollicité pour qu'on en fasse, qu'on fasse du contenu. Mais encore faut-il qu'on ait le temps de le faire. Si on trouve la clé à un moment donné, si tu veux d'ailleurs, un jour, viens nous aider à faire du podcast e-sport, ce sera avec grand plaisir. Avec grand plaisir, pourquoi pas. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mia. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup de votre écoute. Vous trouverez les notes dans les détails de l'épisode. Si cette conversation vous a plu, vous pouvez me le dire sur LinkedIn ou Instagram. Cela me fait un grand plaisir d'échanger avec vous. N'oubliez pas également de noter le podcast si vous souhaitez m'aider à le faire connaître. Bonne journée à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un invité tout aussi incroyable.